Allez, nouveau numéro de valeur ajoutée sur Boursorama. Aujourd'hui, on se demande comment se positionner sur les marchés en 2023. Sacrée affaire. Bonjour Raphaël. Bonjour David. Bon, va falloir se la jouer défensif. Parce qu'on disait la semaine dernière que dans les différents scénarios macroéconomiques possibles, il fallait quand même être assez comment dire, craintif. On peut dire ça, oui. En tout cas, les mois qui viennent vont être décisifs. On le sait, les économies mondiales ont entamé une baisse, un refroidissement qui, dans certains cas, est assez significatif. Avec 7 à 10% d'inflation, historiquement, les économies sont censées ralentir. Voilà. Et ça, on commence à le voir très clairement dans les chiffres macro. On le voit sur les indices manufacturiers, les indices de consommation, d'investissement. Les économies ralentissent. On sait que ça peut aussi être des croyances autoréalisatrices, qu'il peut y avoir un effet d'entraînement qui perdure. Et le risque est grand que, finalement, ce ralentissement économique surprenne les marchés. Soit un peu plus prononcé qu'attendu. Peut-être pas plus durable, en tout cas plus prononcé. Voilà. On se réfère souvent à ces estimations, ces anticipations de croissance des bénéfices sur l'année prochaine. Aujourd'hui, ces estimations sont assez optimistes. On est à 4% de croissance des bénéfices aux États-Unis, 2% en Europe. Est-ce compatible avec une récession ? On peut en discuter. Donc, il y a des possibles révisions à la baisse de ce point de vue-là, qui ne serait pas sans conséquence, évidemment, sur les marchés actions. Absolument. Le marché actions est très sensible à cette dynamique économique. Et là, il y a un risque de surprise. Le deuxième argument pour être défensif, c'est que, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, le marché, après ce rebond, qui a été significatif ces derniers mois, n'est pas très bien positionné. En tout cas, le potentiel de hausse est limité. Les actions, par les actions, là. Alors, on parle principalement des actions, vous avez raison de le préciser, mais on peut même peut-être faire l'argument sur l'obligataire dans une certaine mesure. Aujourd'hui, avec ce rebond, on s'est éloigné des valorisations, des niveaux qui permettent de dire que le potentiel de hausse est réel ou que dans le scénario optimiste, on aurait un vrai potentiel pour refaire de la performance. Donc là, quand on regarde cet environnement économique d'une part et cette convexité d'être investi sur le marché d'autre part, on a envie d'être plutôt défensif. Voilà, et donc privilégier la qualité, mais c'est une constante, ça, j'entends toujours, tout le monde me dit, évidemment, il faut priviliger les entreprises de qualité, mais ça paraît évident, et c'est une constante dans la durée, ça, non ? Alors, ou c'est encore plus pertinent aujourd'hui ? Ça paraît évident, effectivement, et ça paraît d'autant plus évident que quand on s'oriente vers une économie qui décélère, une inflation qui est importante, effectivement, traditionnellement, la qualité fait mieux. Il y a cette fameuse fuite vers la qualité, les entreprises résilientes, avec des grosses marges, qui ont fait leurs preuves dans différents cycles économiques, qui ont cette capacité de soutenir différents cycles économiques. Traditionnellement, elles font mieux sur les marchés. Donc oui, c'est évident. Ce qui est étonnant, et on pourrait presque parler d'une anomalie de marché, c'est que cette année 2022, cette qualité, elle n'a pas bien marché. Elle n'a pas bien performé. Sur les actions, elle sous-performe le reste du marché. On met quoi dans ces actions de qualité ? Ce n'est pas une question de secteur d'ailleurs, c'est une question de... On retrouve des valeurs de qualité dans tous les secteurs possibles. Voilà, absolument. Alors il y a plein de façons de mesurer la qualité. Nous on aime bien utiliser un indicateur qui s'appelle le rendement sur capitaux, le rendement sur capitaux employés, ROCE, qui vous dit que la quantité de profit que vous obtenez en investissant $1, 1 euro dans le business de l'entreprise en question. Et lorsque vous utilisez cette mesure et que vous regardez par exemple le premier quartile de ces entreprises sur les marchés, ce premier quartile il a plutôt sous-performé le reste du marché. Donc là, ce n'est pas intuitif. Donc la qualité n'a pas payé en 2022 ? Elle n'a pas payé, elle est moins chère qu'elle n'était en relatif au marché. Et d'ailleurs, c'est amusant de constater que sur l'obligataire, c'est la même histoire. L'investment grade, donc les notations les meilleures, les entreprises de meilleure qualité d'un point de vue obligataire, a moins bien performé que le haut rendement. D'ailleurs, les écarts de prime de risque entre l'investment grade et le haut rendement sont au plus serrés de ces dernières années. On est à front inversé, comment on l'explique ça ? Alors, c'est une bonne question. Il y a des facteurs... Serait-ce un conundrum, pour reprendre l'expression de Ben Bernanke ? Alors, une anomalie, Notre point de vue, d'une part, commençons par cela, il y a clairement une anomalie. En tout cas, il y a une opportunité pour l'investisseur, selon nous, en 2023. Si effectivement ce cycle économique venait à s'assombrir, être dans la qualité à un moment où elle n'est pas chère semble faire beaucoup de sens. Donc ça, c'est une première chose. Après, il y a quand même des facteurs techniques qui expliquent cette sous-performance jusqu'à présent. Sur la partie action, l'éléphant dans la pièce s'appelle l'énergie. L'énergie, elle n'est pas dans la qualité, elle a des faibles retours sur capitaux employés et elle a eu une performance remarquable jusqu'à présent, portée par... Et puis elle est polluante aussi.
Elle est polluante, on essaie d'en rester écarté. Mais elle a surperformé depuis un an. Mais avec les remontées des prix du baril, elle a surperformé. Donc ça, c'est sur la partie action. Sur la partie obligataire, on a vu finalement le risque de duration, le risque de taux d'intérêt être très fortement déconsidéré, sous-alloué, dirons-nous, par les investisseurs. Ce qui fait que sur l'investment grade, qui est plus sensible au risque de taux d'intérêt, il y a eu beaucoup de ventes. Beaucoup d'investisseurs sont sortis de la classe d'actifs et ça a créé aussi une sous-performance qui fait qu'aujourd'hui, on est sur des considérations de marché qui sont très étonnantes, très inhabituelles. Encore une fois, vous pouvez rentrer dans la qualité à des multiples très raisonnables comparés à ce qu'on constatait historiquement. Donc peut-être une opportunité. Après, est-ce qu'il y a un choix à faire entre les actions et les obligations? On a vu qu'en 2022, les deux ont baissé de concert, main dans la main, dans des proportions différentes, mais plus inquiétant pour l'obligataire, qui a plus corrigé au final que les actions. On est vraiment à front renversé sur 2022. Sur 2023, on fait plus un pari action, obligation et ou de qualité? Alors vous avez raison, c'est un débat central pour 2023, un point central. L'obligataire a effectivement fortement sous-performé, en valeur absolue, mais aussi en ajusté du risque, encore plus en ajusté du risque, qui fait qu'aujourd'hui, on peut considérer que beaucoup de mauvaises nouvelles, beaucoup de la négativité macroéconomique ou sur l'inflation qu'on constate est dans les prix sur l'obligataire. On peut citer quelques chiffres, mais on sait qu'on est globalement environ à 7% sur le haut rendement. On était plutôt à 3% en début d'année. On est à 4% sur l'investment grade. C'est des niveaux qu'on avait rarement vus depuis des années. Souvenez-vous, on était plus proche de zéro, ne serait-ce qu'il y a quelques mois, sur certaines de ces obligations. Donc là, clairement, il y a un rééquilibrage à faire des allocations. On a aujourd'hui davantage de rendement sur l'obligataire que dans le passé. Et puis, inversement, le marché action n'a pas beaucoup corrigé. Si vous regardez les grandes corrections de marché de ces 25 dernières années, et il y en a eu quelques-unes, le marché globalement en 2000, 2008, 2016, 2012, etc., a corrigé entre 30 et 60%. Vous regardez la performance de l'Eurostoxx, tout compris, coupons réinvestis, dividendes réinvestis, vous êtes entre -5, -10. Donc là, on est assez loin des standards de correction habituels et le risque de baisse sur les actions est important. Donc, pour faire vite, effectivement, rééquilibrer vers de l'obligataire en 2023 semble indiqué. Bon, on donne plus de précision, on s'arrête là, on dit quoi? Donc, sur où investir, s'il faut être encore plus précis? Alors, sur les actions, on a parlé de la qualité. Il y a quelques poches de qualité, encore une fois, qui sont assez disloquées. Et on revient peut-être à ce concept de dispersion dont on parle parfois, cette idée qu'il y a beaucoup d'écarts de performance, de rendement, de valorisation d'une action à l'autre, d'un secteur à l'autre. Donc, par exemple, au sein du même secteur? Parfois aussi. L'exemple le plus typique, c'est la technologie, où on a beaucoup de dislocations. On a des actions technologiques qui ont fait des -50, -60, -90. Certaines méritent d'être là et on est globalement prudent sur la technologie. Il y a eu une bulle d'exubérance sur des business qui n'étaient soit pas profitables, soit même pas prouvés, dirons-nous, qui a eu le mérite d'exploser et qui a peut-être encore un potentiel de baisse. Mais inversement, on a de très belles compagnies dans les grosses tech qu'on connaît bien américaines, les Google, Microsoft et d'autres, qui, pour certaines d'entre elles, se présentent à des multiples de valorisation très décotés, parfois 30% de décote comparé à leur historique récent. Et ce sont des business qui, malgré tout, présentent des croissances de résultats, de revenus d'une part, de 5, 10, 15%. À un moment de récession, ce n'est pas anodin. Et des profils de profitabilité aux alentours de 20, 30% de marge qui sont très significatifs. Donc ça nous intéresse. On va regarder aussi les biens de consommation quotidienne. C'est pas très sexy comme discours, mais c'est vrai que ce sont des entreprises très défensives, très résilientes au cycle, avec un fort pouvoir de fixation des prix qui va nous intéresser en temps inflationniste et qui, pour certaines d'entre elles, sont pas très chères. Des Reckitt Benckiser, des Unilever, des Clorox, des Colgate, il y en a plein, on les connaît. Certaines de ces valeurs-là sont aujourd'hui assez décotées sur le marché. Bon. Et il n'y a pas des valeurs ou des dossiers sur lesquels il faut revenir, qui ont été attaqués plus ou moins justement d'ailleurs? Oui, il y a effectivement, on revient à cette idée de dislocation, un marché qui est très angoissé,
très stressé et qui est devenu, mais il a toujours été toujours un peu été, très court-termiste. Donc on a des grandes tendances de marché long terme qui vont porter pour l'investisseur long terme la croissance de ces entreprises et probablement la valorisation de ces actions, qui sont aujourd'hui parfois très décotées. Alors, quelles sont ces méga tendances dont je parle? Le cloud, la publicité en ligne, la croissance de la Chine, qui a eu une année extrêmement difficile et qui se réouvre. Qui se réouvre, donc en fin d'année. Voilà, on peut parler de ce facteur Chine. Le voyage, qui a énormément souffert à travers le Covid ces 3 dernières années, mais qui reste une méga tendance de long terme. Et dans ces grandes méga tendances, vous avez des actions de très grande qualité, avec des gros profils de marge, des gros rendements sur capitaux, des managements qui ont fait leurs preuves, qui sont aujourd'hui à des décotes qui sont importantes. Donc là, on a des opportunités. Voilà, sur les actions, on finit sur les obligations. Alors sur les obligations, on l'a dit, hein, le repricing a été important, surtout sur la bonne qualité. Donc l'investment grade en relatif au rendement est plus attractif selon nous. Ça, c'est une première chose. Par exemple, sur le triple B, donc le triple B, la partie inférieure de l'investment grade, vous êtes à 4% de rendement aujourd'hui en moyenne sur le triple B. Vous étiez à 1,5% il y a 9 mois. Donc vous voyez la taille de la correction. Et concrètement, aujourd'hui, alors on regarde... Qui est un retour à la normale, vous diront certains. Hein. Alors, on peut argumenter. En tout cas, ne pas avoir de rendement face au risque était assez gênant. Aujourd'hui, on en a du rendement. Voilà. On va dire ça. On va aussi globalement faire attention à cette sensibilité au taux d'intérêt. Le risque qu'on ait des oscillations fortes sur le marché des taux d'intérêt est grand. Et donc, rester sur des financements courts nous semble plutôt adéquat. Et sur le court, vous êtes globalement bien payé. On regardait l'autre jour le papier Jaguar qui aujourd'hui, pour quelques années avant maturité, est à 9% de rendement. Vous regardez des grandes banques européennes d'Europe de l'Ouest qu'on connaît tous, du papier senior, vous pouvez être jusqu'à 4%, du papier subordonné... Sur quelle durée, sur quelle maturité? Quelques années, 3-4 ans. Sur le papier subordonné, vous pouvez être à 8%. Ça, c'est des rendements qu'on avait rarement vus. Alors, il faut faire ce travail fondamental, indispensable, dossier par dossier. Mais vous avez aussi la dislocation, vous avez du rendement. Et pour l'investisseur long terme qui souhaite se positionner et peut-être moyenner à la baisse, de manière prudente et très sélective, il y a des poches d'opportunités. Allez, merci beaucoup Raphaël. Et on se retrouve l'année prochaine. Merci David. Valeur ajoutée revient évidemment en 2023 sur Boursorama.